L'idée, c'est pas de dire, tant que tu ne sais pas lire et écrire, tu vas pas te servir de l'ordinateur, mais au contraire, très bien, vous voulez faire quoi avec l'ordinateur? La collecte.ex est en fait une plateforme extrêmement vertueuse pour récupérer le matériel des entreprises. Le but, c'est vraiment de créer un maillage autour de l'inclusion numérique dans toute sa grandeur. On le sait tous maintenant, il y a du numérique un peu partout. Venez à notre rencontre, on a besoin de vous, on a besoin d'un autre moyen. Vous qui êtes dans la salle ou en ligne pour cette édition de Numérique en commun Occitanie 2024. Donc après avoir vu comment se déroulait la France Numérique Ensemble sur les départements, cette stratégie de l'État qui veut qu'on s'organise pour écrire des plans d'action. Des plans d'action, comme on l'a vu, très variés, portés de manière assez différente, mais qui se rejoignent en termes d'enjeux. On a souhaité vous faire l'honneur aussi, parce que c'est aussi un honneur pour nous, d'intervenir des personnalités de différents domaines, de différentes structures, qui pourraient constituer de vrais partenaires aussi à ajouter dans vos feuilles de route France Numérique Ensemble, mais pas que, au quotidien, que vous soyez association, que vous soyez entreprise ou collectivité. On a ici beaucoup de personnes qui souhaitaient intervenir dans un temps assez limité. Il faut dire qu'on est sur un exercice de pitch pour être assez efficace sur la manière dont vous pouvez les solliciter, ce qu'ils peuvent amener, la manière dont ils peuvent contribuer aux actions sur votre territoire et parfois quelques enseignements aussi. Ils vont se succéder. Je vais rester pas loin, mais en tout cas, on a d'ores et déjà le plaisir d'entendre en premier lieu, et Corinne a été assez courageuse pour passer en premier aussi, donc Corinne Poncet-Courtois, qui est de la fondation SFR, donc directrice de l'engagement, c'est ça aussi, chez SFR et Groupe Altis. Mais tu peux nous dire un petit peu qui tu es, je vais te laisser dérouler, la parole est à toi pour quelques minutes. Merci Louis pour ton invitation. Bonjour à toutes et tous, donc je me représente, Corinne Poncet-Courtois, je suis déléguée générale de la fondation SFR. Et je m'occupe par ailleurs de l'engagement sociétal et environnemental du groupe Altis. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin sur ce bel événement qu'est la mêlée. Et Louis, merci encore pour ton invitation. On attend aujourd'hui des entreprises qu'elles soient responsables, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient engagées, qu'elles accompagnent le changement. Et la question aujourd'hui n'est absolument plus de savoir si elles doivent s'engager, ces entreprises, mais comment elles vont s'engager et surtout sur quel sujet précisément concentrer ces efforts. La Fondation SFR, elle existe depuis près de 20 ans. La mission première en fait qu'elle s'est fixée, c'est vraiment agir aux côtés des associations pour plus d'égalité des chances, très globalement. Et la Fondation investit 2 champs d'action prioritaires que sont l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. On en parlera une autre fois. Et le deuxième levier d'action, c'est l'inclusion numérique et la lutte contre l'électronisme. Et on mène des actions depuis près de 20 ans et on va rentrer un petit peu dans le détail ce matin. Très rapidement, je vous passe un petit film qui va peut-être être lancé par la régie sur quelques-unes de nos actions. Être solidaire, c'est tout vous. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment faire. Avec SFR, c'est simple. Notre fondation soutient Emmaüs Connect avec 800 000 gigas offerts chaque année pour lutter contre l'exclusion numérique. WeTechCare qui permet à plus d'1 million de personnes de s'initier aux nouvelles technologies. Ou encore Génération Numérique qui sensibilise 10 000 élèves par an aux usages du digital. Avec vous, SFR agit pour l'inclusion numérique. Voilà, très rapidement. En 2024, on s'est fixé, je reparlerai plus en détail des partenariats qu'on a établis avec nos nombreuses associations partenaires. On s'est fixé 4 objectifs très récemment. Alors, l'objectif majeur, c'est bien sûr faire du numérique une chance pour tous. Et ça, on va rentrer plus dans le détail. Le deuxième objectif, c'est la féminisation des métiers de la tech. Et ça, c'est un vrai combat qu'on mène aujourd'hui, davantage de femmes dans le numérique. Également, mettre au service la tech au service de l'économie sociale et solidaire. Et je vous parlerai plus en détail de 2-3 actions qu'on mène avec nos partenaires. Et enfin, sensibiliser les jeunes à la citoyenneté numérique et les prévenir, les sensibiliser aux usages du numérique. Je voulais vous parler plus précisément et un peu plus longuement de notre partenariat historique avec Emmaüs Connect, qui est notre grand partenaire structurant. Il y a 10 ans, SFR a fait de l'inclusion numérique son combat prioritaire via la Fondation. Et on a bien sûr soutenu dès le départ, dès sa création, Emmaüs Connect. L'inclusion numérique, elle est aujourd'hui un sujet, une préoccupation absolument majeure pour tous. Et c'est vrai que Emmaüs Connect, dès le départ, depuis 10 ans, menait ses actions autour de son triptyque fondateur qui est connecté, équipé, accompagné.
Et on a fait en sorte de créer en fait un partenariat qui est complètement construit autour de ce triptyque connecté, équipé, accompagné. Et on a essayé de le mettre en place de manière très concrète. Alors, connecté, on est un acteur des télécoms, donc évidemment, on va faire don à Emmaüs Connect dans ces espaces solidaires numériques de kits de connexion solidaire, à prix solidaire pour des publics en grande précarité ou en tout cas en situation de fragilité. Et ça, on le fait très régulièrement. Et depuis 10 ans, on a distribué plus de 1 million de recharges. Et comme on le disait avec Thierry, qui est dans la salle ce matin d'Emmaüs Connect, il faut que ce modèle se déploie partout sur le territoire. Le deuxième levier d'action, c'est l'équipement. Emmaüs Connect a créé en 2020 la collecte.tech. Et la collecte.tech, c'est en fait une plateforme extrêmement vertueuse pour récupérer le matériel des entreprises, pour le redistribuer ensuite vers les filières du numérique, solidaires et responsables. Donc on participe à cette action. C'est un formidable projet qui a un triple objectif social, environnemental, économique. Donc ça, c'est le deuxième levier d'action. Et le troisième, c'est l'accompagnement des personnes en grande précarité et c'est la formation. Il y a plus de 165 000 personnes qui ont été formées depuis plus de 10 ans. Et l'objectif qu'on s'est fixé avec Emmaüs Connect, avec la Fondation, c'est de former chaque année plus de 30 000 personnes supplémentaires. Voilà, donc ce triptyque équipé, connecté, accompagné, c'est véritablement le fondement de notre partenariat. Et je vous propose d'écouter Marie Cohen-Scali, qui est coprésidente d'Emmaüs Connect, qui est ici interrogée par Jules Comme César, qui est un influenceur RSE très engagé. 20% des jeunes de moins de 25 ans ont des difficultés sur les compétences numériques de base. En 2024, on a l'intelligence artificielle, des voitures électriques et autonomes, et on prépare même de nouveaux voyages sur la Lune. Et pourtant, 16 millions de Français ne peuvent toujours pas utiliser Internet ou les outils numériques. On appelle ça l'électronisme. Lorsque des personnes ont du mal à se servir d'outils de la vie quotidienne, tels qu'un moteur de recherche ou un ordinateur. Emmaüs Connect et la Fondation SFR interviennent depuis 10 ans en venant en aide aux publics qui ont ce genre de problème. Mais pour apprendre le numérique, il faut du matériel et des gens pour accompagner les personnes en difficulté. C'est pour ça que la Fondation SFR a fait don ces 3 dernières années de 10 000 ordinateurs à Emmaüs Connect. Grâce à ce matériel, ce sont plus de 150 000 personnes qui ont été accompagnées un peu partout en France. Chez Emmaüs Connect, qui accueille ces personnes dans leurs locaux, 15 000 aidants ont été formés. Et c'est justement pour moi l'occasion de vous présenter quelqu'un. Emmaüs Connect, c'est une association du mouvement Emmaüs qui lutte contre l'exclusion numérique et sociale des personnes en situation de précarité. Y a-t-il des publics qui souffrent davantage d'électronisme? Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est-à-dire que c'est une question d'âge ou de génération, c'est plutôt une question de moyens en réalité. Et les jeunes sont aussi du coup très concernés par l'éloignement face au numérique. 20% des jeunes de moins de 25 ans ont des difficultés sur les compétences numériques de base. Et du coup, on les voit très à l'aise sur les smartphones, les réseaux sociaux. Donc on a l'impression que tout va bien, mais en réalité, beaucoup d'entre eux n'ont jamais touché à un ordinateur, faute de moyens dans leur famille. Comment travaille la Fondation SFR et Emmaüs Connect? Alors depuis la création d'Emmaüs Connect, SFR est à nos côtés et nous soutient par du mécénat financier, par des dons d'ordinateurs, par des dons de recharge. Plus de 1 million de recharges ont été données depuis la création d'Emmaüs Connect. De recharge Internet? De recharge Internet et téléphonique. Et puis les collaborateurs, les salariés d'SFR s'engagent aussi à nos côtés et vont donner de leur temps. Comment fonctionne l'accompagnement proposé par Emmaüs Connect avec le soutien de la Fondation SFR? Les personnes qui viennent nous voir, viennent nous voir parce qu'elles ont envie d'être autonomes ou parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'équiper ou de se connecter. Et donc, Emmaüs Connect leur propose 3 leviers, on va dire, de l'équipement à tarif solidaire, de la connexion à tarif solidaire et de l'accompagnement sur les compétences numériques de base. Vous l'aurez compris, l'électronisme n'est pas une fatalité et des solutions existent. Car oui, on peut tous agir à notre échelle. Donc je pensais que je parlais très vite, mais là j'ai trouvé mon maître. Plus sérieusement, donc il y a 20% des moins de 25 ans qui souffrent d'électronisme, ce qui est quand même un chiffre assez vertigineux. Voilà pour le partenariat Emmaüs Connect. Je crois qu'il faut que j'aille vite, donc je vais accélérer le pas. Très rapidement, je voulais vous parler de 3 autres programmes qu'on soutient avec la Fondation. Un partenariat qui est plus récent, une collaboration qui date de 2023 avec les Restos du Cœur. C'est aussi une autre façon de lutter contre l'électronisme. En fait, les restos, on les connaît parce que c'est un réseau de 80 000 des bénévoles en France. On les connaît pour l'aide alimentaire. Ils font aussi de l'accompagnement à l'autonomie administrative. Et en fait, la Fondation accompagne les restos depuis l'année dernière sur un module qui vient d'être lancé,
de 11 maisons labellisées inclusion numérique, 11 maisons départementales qui font de l'aide et de la sensibilisation au numérique. Et on les soutient pour déployer ce module-là sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ça nous semble être une expérimentation très intéressante et une façon d'aller chercher d'autres publics en grande précarité qui ne seraient pas forcément venus à la rencontre d'associations qui œuvrent déjà dans ce domaine. La deuxième association dont je voulais vous parler, avec qui on mène une collaboration depuis l'année dernière, c'est Génération Numérique. Dans un tout autre domaine, c'est de la sensibilisation, de l'information et de la prévention dans les établissements scolaires. Et Génération Numérique intervient dans les collèges et les lycées pour faire de la prévention contre le cyberharcèlement, contre la lutte contre la désinformation. Et on les accompagne. Et cette année, il y a plus de 10 000 collégiens qui ont été sensibilisés aux usages du numérique et à la lutte contre la désinformation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Île-de-France. Voilà. Et ce modèle est amené à se développer de manière identique sur l'ensemble du territoire. Et très rapidement, et j'en aurai terminé, je voulais vous parler de l'appel à projet numérique solidaire que vient de lancer la Fondation et qu'on lance chaque année. C'est une manière d'accompagner des projets associatifs qui proposent des solutions innovantes numériques au service de l'économie sociale et solidaire. Et on a retenu 5 projets associatifs qui sont très complémentaires. L'association Latitude, par exemple, qui propose de l'intelligence artificielle, qui propose de faire de l'acculturation de l'intelligence artificielle auprès de l'économie sociale et solidaire. Ou bien le Club, qui est un van itinérant qui va dans le département des Landes à la rencontre de publics en grande précarité pour leur proposer des ateliers numériques, ou bien le Chaînon Manquant qui propose un outil numérique qui va permettre à des associations de lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Voilà, ça c'est des exemples assez concrets de ce qu'on fait. Pour conclure, je voudrais rapidement parler de la communauté des ambassadeurs engagés chez SFR. Je pense que dans les entreprises engagées, les collaborateurs qui s'engagent sont également très importants. Une fondation, de manière générale, intervient sur 3 points. On fait du mécénat de compétences avec nos collaborateurs, on fait du mécénat financier, bien sûr, auprès des associations et enfin du don en matériel. Et cette dynamique qui est créée par les collaborateurs qui s'engagent est absolument essentielle. Et voilà. Et je tiens à les remercier parce que c'est du temps que les salariés donnent pour faire du mentorat, pour des collectes solidaires, pour faire du mécénat de compétences, notamment auprès d'Emmaüs Connect. Voilà, et en conclusion, je voudrais juste souligner l'importance de l'élan collectif qu'on doit tous créer, la mobilisation de tous, les institutionnels, les entreprises, les associations, pour faire bouger les lignes et construire une société plus juste et plus inclusive. Voilà, merci à vous. Merci. Je voulais maintenant accueillir l'ANLCI. Qu'est-ce que c'est, avec Véronique Joulier, qui nous fait l'honneur aussi d'intervenir maintenant. Véronique, je te laisse nous convaincre. Merci Louis, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, voilà, la NLCI. Donc je suis Véronique Joulier, je suis chargée de mission, coordinatrice pour cette Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Il y a un correspondant comme moi dans chaque région, y compris Outre-mer. On a un joli maillage territorial. On a trois missions principales. Ça va être la coordination des acteurs sur le territoire, puisque l'illettrisme, il y a des actions très transverses avec différents partenaires. Donc encore à nouveau l'importance du partenariat dans ce domaine-là. On a tout un volet de mesure de l'illettrisme avec des indicateurs. On travaille notamment avec l'INSEE dans ce domaine. Et également un volet outillage dont je vais vous parler. Mais d'abord, l'illettrisme, de quoi parlons-nous ? De quoi s'agit-il ? L'illettrisme, quand on parle d'illettrisme, on parle des personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, se retrouvent en difficulté avec la lecture, l'écriture. On y ajoute aussi le calcul et également, évidemment, le volet numérique. Derrière, en fait, on est bien au-delà de la faute d'orthographe ou des simples difficultés. On est face à des personnes qui n'arrivent pas à être autonomes dans des situations simples de la vie courante. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ces personnes, que vous arriviez à inclure ce public-là dans vos plans d'action. Pourquoi ? Parce que ce public, c'est un public qui va avoir pour réflexe de se cacher. Je précise bien, l'illettrisme est différent de ce qu'on appelle l'analphabétisme, des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Et c'est également différent du français langue étrangère, des personnes qui arrivent de l'étranger, qui ont été scolarisées à l'étranger, et quand ils arrivent en France, ils apprennent la langue du pays d'accueil, comme si moi je partais à l'étranger, je devais apprendre une autre langue. On comprend bien que le public qui est en situation d'illettrisme, il va partir d'un échec.
Et du fait de cet échec, son réflexe, ça va être de cacher ses difficultés. Donc le public que vous allez avoir en face de vous, il ne va pas vous dire qu'il n'arrive pas à lire et écrire. Et vous imaginez ne serait-ce qu'une journée de votre vie sans savoir lire ou écrire ou compter ou vous servir du numérique, comment ça peut se passer? Des difficultés pour se déplacer, des difficultés pour suivre la scolarité de votre enfant, regarder le petit mot de la maîtresse, des difficultés pour l'accès à la culture. Maintenant, pour prendre une place de cinéma, il faut passer par le numérique. L'accès à la santé, si vous voulez utiliser des applications pour prendre les rendez-vous, tout est impacté. Alors, on parlait tout à l'heure des jeunes. Effectivement, les jeunes aussi peuvent être en situation d'illettrisme. Alors, ils peuvent avoir une très belle facilité au niveau du smartphone. On a parlé pour l'électronisme. Ils arrivent à se servir du smartphone. Mais quand il s'agit de passer sur l'ordinateur, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que derrière l'ordinateur, vous avez du repérage dans l'espace, vous avez des menus déroulants, vous avez de l'écriture. Et en fait, c'est ces compétences de base qui sont mobilisées. Et il vous faut se poser cette question, est-ce que la personne qui est en situation d'électronisme, on en a beaucoup parlé, est en situation d'inhabilité à l'utilisation de l'ordinateur, donc l'inhabilité numérique, ou est-ce qu'elle a des problèmes avec les compétences de base? Et donc on va pouvoir parler d'illettrisme numérique également. C'est pour les personnes en situation d'illettrisme une double peine, à la fois des difficultés dans les compétences de base et la difficulté de se servir de l'ordinateur du coup. L'impact, donc je vous le disais, sur ces personnes, donc on va avoir des personnes qui vont avoir honte, qui vont éviter de vous signaler cette problématique-là et qui pour autant ont développé une très grande ingéniosité parce que pour avancer dans la vie, sans savoir lire, écrire, compter ou se servir du numérique, il faut faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'ingéniosité et arriver à développer d'autres compétences. Donc vous êtes face à un public qui va avoir une excellente mémoire, qui va arriver à retenir des mots et qui va faire illusion. Donc la difficulté, ça va être de le ramener, de le détecter et de le ramener pour lui donner de confiance en lui, l'accompagner pour aller suivre une formation. Le numérique est souvent moins tabou, c'est souvent moins compliqué de dire j'ai du mal à me servir d'un ordinateur que de dire je ne sais pas bien lire, écrire. Dans une société de lecture-écriture, on a l'impression que tout le monde sait lire, écrire et du coup c'est très compliqué d'affronter et de dire je ne sais pas bien lire, écrire. Donc on se sert aussi de l'ordinateur pour justement redonner confiance, accompagner la personne et à travers l'ordinateur, pouvoir réapprendre. L'idée, c'est pas de dire tant que tu ne sais pas lire, écrire, tu ne vas pas te servir de l'ordinateur, mais au contraire, très bien, vous voulez faire quoi avec l'ordinateur? Déposer une annonce sur le Bon Coin? Eh bien, on va vous aider. On va vous aider à rédiger, à réapprendre à écrire, à vous repérer dans l'espace de la page de l'ordinateur et du coup, réapprendre les compétences de base par le biais du numérique. Je voulais vous donner quelques chiffres également, parce que c'est assez impressionnant, on a du mal à se rendre compte, mais les derniers chiffres de l'INSEE qui datent de quelques mois, c'est, pour vous donner une idée, 10,5% de la population, c'est 3,7 millions de personnes qui ont des difficultés avec les compétences de base. Dans ces 10,5% de la population, vous avez 4% qui ont des difficultés avec la lecture et l'écriture, et 9% avec le calcul. Il y en a qui cumulent les deux, ce qui fait le 10,5%. On a eu la chance en Occitanie de pouvoir mener une enquête illettrisme, électronisme et faire le lien avec la pauvreté. Cette enquête a montré qu'au niveau, ne serait-ce que de la lecture et de l'écriture, on est à 7% de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et on a fait cette corrélation avec le lien avec la pauvreté également. Plus on a des difficultés au niveau financier, et plus on a de chances d'être en difficulté avec les compétences de base. Un dernier point sur ces chiffres, parce qu'il me semble important, c'est que les jeunes ne sont pas épargnés, ne serait-ce qu'en Occitanie, le taux moyen c'est 7% d'illettrisme, pour les jeunes c'est 8%. Donc on peut aussi sortir du système scolaire et avoir ces difficultés-là. Après, plus on avance dans l'âge, donc les plus de 45 ans, c'est plus de la moitié. Pourquoi ? Parce que la lecture, l'écriture, si vous ne le mobilisez plus, vous perdez. Le calcul, c'est pareil. Alors, c'est facile à comprendre pour le calcul quand vous ne mobilisez plus, par exemple, votre division. On a toujours un peu de mal à reprendre les automatismes. Mais la lecture, l'écriture, si vous sortez du système scolaire sans savoir très bien lire, écrire, et que vous allez sur un métier manuel, par exemple, et que vous ne mobilisez plus la lecture, l'écriture, les conséquences, à plus ou moins long terme, c'est que vous tombez dans l'illettrisme et vous ne savez plus. Donc ce public, voilà, c'était juste pour vous dire de bien prendre en compte ce public dans vos plans d'action. Il existe des solutions.
Alors les solutions, dans notre région, on a Lexio, qui est une solution de formation financée par le Conseil régional. Il y a évidemment des associations. Il y a un site qui s'appelle Profil Occitanie sur lequel vous pouvez retrouver une cartographie avec toutes les solutions dans le domaine de la linguistique. Il y a des grands partenaires comme les centres ressources illettrisme et alphabétisation. Nous, au niveau de la NLCI, on a des outils à vous proposer au niveau du repérage. Je pense à l'outil EVA, qui est en accès libre. Et on a des dispositifs comme Duplex pour utiliser le numérique pour apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Un dernier point, le numéro vert, qui est le 0800 11 10 35, que tous les conseillers numériques doivent connaître pour le diffuser. Merci à tous et je suis à votre disposition. Merci. On va à présent accueillir la DRAN. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? Merci Guillaume d'accepter le défi, de nous expliquer un peu ta mission, votre mission et qui vous êtes en quelques minutes pour l'ensemble des participants. Je te laisse la main sur à peu près 7 minutes. Parfait, merci. On a un support, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume Borzon, conseiller des recteurs, donc éducation nationale. Alors, justement, déjà, qu'est-ce que c'est la DRAN ? La DRAN, c'est un service de la région académique Occitanie qui rassemble en fait les académies de Montpellier et de Toulouse. Voilà, 2 académies, 13 directions départementales des services d'éducation nationale, mais vous connaissez toutes et tous parfaitement l'Occitanie. Et sur le côté académie de Toulouse, nous avons Elisabetta Pacini qui est devant et qui est référente sur le volet inclusion numérique au sein du service. L'inclusion numérique, c'est un enjeu pour nous au niveau de l'éducation nationale, évidemment, puisque à la fois, on forme les futures générations. Donc, l'objectif, c'est qu'ils ne sortent pas du système scolaire en situation d'électronisme et qu'ils soient capables de s'insérer dans ce monde numérique. On le sait tous maintenant, il y a du numérique un peu partout et ça a bien été rappelé par les personnes qui sont intervenues avant. Mais c'est aussi avoir une action sur l'ensemble de la communauté éducative et notamment les parents dans leur rôle de parents et tout ce qui est parentalité numérique. L'inclusion numérique, c'est différents volets. Il y a déjà le volet équipement. Alors le volet équipement, il y a eu une forte action pendant la pandémie de Covid avec notamment tout ce qui est continuité pédagogique où le ministère, les collectivités et le ministère ont mis à disposition des personnes qui n'avaient pas d'équipement, justement du matériel pour pouvoir suivre et poursuivre la scolarité à distance. C'est des actions partenariales et je remercie les collectivités territoriales, les conseils départementaux et la région qui œuvrent à nos côtés pour justement essayer de lutter contre cet électronisme et ces situations complexes. Je prends un exemple simple, par exemple la région qui déploie le dispositif Lordi, donc un ordinateur pour tous les lycéens. Voilà, c'est un élément sur lequel nous intervenons aussi puisque la suite logicielle qu'il y a dans l'ordi, c'est la DRAN et la région académique Occitanie qui la fournit. Et évidemment, c'est aussi travailler au plus proche dans tous les établissements scolaires pour qu'il y ait des ordinateurs éventuellement disponibles pour des personnes qui n'auraient pas d'équipement chez eux ou des problèmes de connexion. Alors des fois c'est temporaire, des fois c'est un peu plus permanent, mais c'est aussi agir à ce niveau-là. Donc il y a le volet matériel et il y a un autre volet sur lequel on agit évidemment, c'est les compétences numériques. Alors les compétences numériques, on s'appuie sur PIX puisqu'on a un cadre de référence des compétences numériques pour tous les élèves, avec les élèves donc de la 5e à la terminale qui passent à la fin en cycle terminal une certification des compétences et maintenant depuis cette année de façon obligatoire tous les élèves de 6e qui ont une attestation de compétences numériques notamment pour le volet cyberharcèlement. À venir aussi, PIC Junior qui arrivera bientôt pour les élèves du premier degré. Et pour les personnels, on travaille aussi, puisqu'il n'y a pas que les élèves. Dans l'éducation nationale, on a beaucoup de personnel et certains, effectivement, sont aussi un peu éloignés du numérique. Donc, on a toute une action avec PIX Plus Edu qui est en train de se déployer. Il y a aussi des enjeux, je vous le disais, auprès des parents. Les parents publics alors nous, on ne touche pas directement au niveau du rectorat, mais qui sont évidemment des interlocuteurs quotidiens pour les établissements scolaires. Donc, il y a PIX Parents qui va bientôt arriver et une action à ce niveau-là a été testée dans différents départements en France, notamment en Occitanie dans le territoire de l'Hérault, à souligner les territoires numériques éducatifs qui se déploient et l'Hérault justement expérimente de nombreux dispositifs autour de la parentalité numérique en lien avec les collectivités et en lien également avec la mêlée. Voilà sur le petit panorama. Notre enjeu, c'est aussi d'améliorer l'action collective. On est assez nombreux à intervenir, mais on n'est pas forcément coordonnés.
Justement, je pense que les acteurs privés ou même des acteurs publics n'ont pas forcément connaissance de ce qui est mis en place au niveau de l'éducation nationale. Et donc, depuis l'année dernière, on essaie d'avoir plus de liens, justement, et de travailler mieux ensemble. C'est pour cela, justement, qu'on propose maintenant aux conseils départementaux et à toutes les collectivités qui le souhaitent ou associations de les accompagner pour une prise en main ou une connaissance, en tout cas, de ce qui est déployé côté éducation nationale, et notamment les espaces numériques de travail. On a, pour tous les parents, des espaces numériques de travail qui permettent de suivre la scolarité de leurs enfants et justement, un adulte qui est en situation d'électronisme, qui soit accompagné par un conseiller numérique sur son volet adulte ou son volet parent, en fait, il y a un enjeu que les conseillers numériques aient connaissance aussi de ce qui se passe pour ce volet parent. Et donc, c'est là tout notre objectif, c'est essayer de créer davantage de liens. Donc, on est évidemment à la disposition de l'ensemble des partenaires qui souhaitent poursuivre sur ce volet-là. On a déjà travaillé avec le SICOVAL, on travaille avec le département du Tarn, et évidemment le département de l'Hérault, mais on sait qu'il y a encore beaucoup d'actions à mettre en place à ce niveau-là. Quelques ressources qui peuvent éventuellement être utiles, parce que je sais que certaines souhaitent justement pouvoir avoir quelques actions à ce niveau-là. Bon alors, je commence en bas à droite par PIX, parce que la plupart connaissent PIX, groupement d'intérêt public, mais ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment aller voir le site de PIX qui permet justement assez simplement de travailler ses compétences numériques. C'est aussi, on a 2 pages de référence, nous, sur la thématique sur notre site, une page sur l'électronisme et une page dédiée à la parentalité numérique, où vous allez retrouver un panorama de ressources. Il faut savoir aussi qu'il y a la Trousse à projet, qui travaille dans le cadre des territoires numériques éducatifs et qui propose un panorama de ressources aussi disponible sur ce sujet-là, et Internet sans crainte, parce que ça a été évoqué dans les thématiques. On a des enjeux justement d'arriver à appréhender ce monde numérique et la complexité de ce monde numérique, et Internet sans crainte propose des ressources extrêmement intéressantes. L'ensemble de ces ressources est facile à en prendre en main, c'est tout l'objectif. Et j'ai terminé. Merci. On va pouvoir donner à présent la parole à France Travail, ex-Pôle emploi, mais qui aujourd'hui travaille depuis longtemps en fait sur ce sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Léval, chargée des partenariats en Occitanie. C'est ça, pour la région Occitanie. Bonjour à toutes et tous. Merci Louis de cette invitation. Mais bon, tu t'es trompé. Aujourd'hui, je ne suis pas Françoise Léval, je suis Jeanne. Comment ? Jeanne, je suis... En fait, j'ai été licenciée il y a peu de temps. J'ai travaillé pendant 26 ans dans une entreprise où j'étais conditionneuse. Vous savez, les entreprises à la chaîne. Pendant 26 ans, j'ai fait ça. J'ai un niveau bac que j'ai pas eu. Et puis, l'entreprise a fermé il y a peu de temps. Et je me retrouve parce que les licenciements, délocalisations, vous savez ce que c'est. Et puis en plus, je travaillais dans du film plastique. Alors, c'est pas tellement une entreprise qui avait de l'avenir avec ce qui se passe. Donc, je me retrouve au chômage. Enfin, en tout cas, pas encore. Je me retrouve sans emploi et je dois m'inscrire à France Travail désormais pour trouver un autre emploi, être accompagnée. Seulement, aujourd'hui, pour s'inscrire à France Travail, il faut passer par une inscription en ligne. Il faut et puis avoir un ordinateur. Et quand on a un ordinateur, il faut savoir s'en servir. Et puis, ce n'est pas mon cas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Cette situation, et là je reprends la casquette France Travail et de Françoise. Cette situation, c'est 37% des demandeurs, en tout cas des personnes en Occitanie, ce sont les chiffres du Cariforef, de l'étude de 2023, 37% de personnes de 18 à 65 ans qui sont en situation d'électronisme, de fracture numérique, et plus particulièrement France Travail, on a 25% de personnes qui sont en situation de rupture avec les connaissances de base. 18% de personnes inscrites et qui recherchent un emploi sont en fracture numérique. Ces personnes, il faut les accompagner. Alors vous savez, la fracture numérique, aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins au retour à l'emploi. La fracture numérique est le premier frein rencontré par les demandeurs d'emploi pour le retour à l'emploi. Derrière, et ça c'est très étonnant, derrière la santé et la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on accompagne cette personne ? Comment on va tendre la main à Jeanne ? Pour ça, on s'est organisé. Puis depuis plusieurs années, on sait qu'on travaille ensemble, Louis, avec la Mêlée. On travaille avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
certainement, on va bientôt travailler avec Antoine qui est là, et le réseau des tiers-lieux. Il faut trouver des solutions. Alors, on s'est bien sûr organisé depuis un certain nombre d'années, et notamment resserré pendant la période du Covid, parce que malgré tout, il fallait continuer à accompagner les personnes, gérer leur indemnisation. Et puis, il se trouvait qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas faire leur déclaration mensuelle pendant cette période, puisqu'ils ne pouvaient pas aller en agence. Donc, il a fallu aussi s'organiser. Alors, on a monté des offres de services. Alors ça, c'est assez... Depuis à peu près 2019, on est bien organisé là-dessus. Des offres de services qui ont été générées par les équipes de France Travail, enfin Pôle emploi à l'époque, et puis France Travail aujourd'hui. Une offre de services intégrés, accompagnement, de la formation, bien sûr, avec les services du conseil régional, bien sûr. Mais pour accompagner les personnes, il faut d'abord les diagnostiquer. Il faut les repérer, les diagnostiquer. C'est le problème avec les personnes qui sont en situation d'illettrisme. La situation de l'électronisme, c'est à peu près la même chose. On ne vient pas dire qu'on ne sait pas, même si c'est un petit peu plus facile, et tu le rappelais tout à l'heure, Véronique. On va repérer les personnes en proposant maintenant systématiquement à l'inscription le diagnostic PICS, qui est utilisé, bien sûr, et qui va nous permettre d'évaluer la situation de la personne vis-à-vis des connaissances de base dans les applicatifs. En fonction du résultat de cette évaluation, on va proposer à la personne de poursuivre un parcours qui sera adapté à sa situation. Alors, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui savent très bien gérer les applicatifs, mais beaucoup sont repérés grâce à cette évaluation. Nous montons aussi, et c'est aussi pourquoi je suis aujourd'hui ici, c'est que je travaille service partenariat de France Travail. C'est-à-dire que le souci de France Travail, l'intérêt, c'est aussi de trouver des partenariats utiles, efficaces, avec des associations, des entreprises, des collectivités, de manière à pouvoir accompagner plus efficacement et à ajouter et enrichir notre offre de services grâce à ces partenariats. France Travail a inscrit l'électronisme et l'illettrisme dans sa feuille de route 2025-2027. Derrière, ça veut dire que tous les conseillers vont être amenés à répondre à ces situations en proposant aux demandeurs d'emploi des offres de services qui seront des offres de services intégrées et des offres de services qui sont encore à chercher, qui sont encore à monter grâce à des partenariats qui se nouent, grâce aussi aux résultats d'expérimentation que nous portons aujourd'hui, notamment sur l'ARA, qui est une région où on a fait le pari qu'il y aurait d'ici 2027 0% d'électronisme. France Travail est une nouvelle institution. On n'a pas juste changé de nom. C'est aussi une posture différente. C'est des engagements différents de France Travail à partir de 2024 étant une année où on s'organise, mais à partir de 2025. On va travailler et beaucoup plus au sein des territoires, avec les structures des territoires avec qui nous allons nous organiser justement pour répondre à ces problématiques, les problématiques d'accès à l'emploi, mais aussi essayer de trouver des solutions pour combattre ces freins. Alors on a signé la semaine dernière un partenariat sur la mobilité et le logement avec Action Logement. Et nous travaillons régulièrement avec des structures qui nous permettent de trouver des solutions. Donc c'est un travail qui est un travail d'enrichissement de notre offre de services qui est en train de se faire avec des expérimentations qui sont posées sur des territoires, comme je vous disais, l'ARA. Aussi le développement d'outils comme Modulix, des situations aussi de gestion du manque de matériel avec des partenariats avec Orange, par exemple, sur le prêt de matériel pour les personnes qui n'en ont pas. Donc, on joue sur ces tableaux. Nous avons intégré également les France Services dans notre offre de services pour avoir un accompagnement à moins de 20 minutes ou 20 km de son domicile. Donc, vous voyez le maillage qui est en train de se mettre en place pour... Alors,
on espère un jour combattre cette difficulté, cette rupture des demandeurs d'emploi sur le numérique. Voilà. Donc je suis venue chercher des partenariats, donc je suis preneuse je reprends ma casquette, je suis preneuse de tous les personnes qui, alors en plus avec la construction de France Numérique ensemble aujourd'hui, d'abord on travaille avec vous, mais aussi on est prêt à toutes les négociations et tous les partenariats qui ouvriront des portes aux demandeurs d'emploi qui sont dans situation d'électronisme. Voilà. Voilà, je passe mon message, j'espère, venez me voir. Très bien, on est là pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup Merci Françoise. À vous. Merci beaucoup, et effectivement il y a des domaines qui sont peut-être moins porteurs que d'autres aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui sont très très porteurs, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Entre autres, je vais accueillir Louis Magne parmi nous, qui fait partie du Conseil national du numérique. Vous pouvez l'applaudir, parce qu'il a aussi ce challenge de pitch. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là, merci Louis pour l'invitation. J'étais là l'année dernière et c'est toujours un plaisir. Et j'étais aussi à Numérique en commun, l'édition nationale, et je revois des têtes qui étaient aussi là la semaine dernière. Je vais d'abord commencer par vous dire d'où je parle. Le Conseil national du numérique, c'est une instance consultative indépendante, une organisation publique. Depuis 3 ans, on essaie de porter un regard un peu interdisciplinaire sur le numérique, sur notre relation au numérique, et de l'étudier comme un fait social. Je pense que ça a été rappelé dans certaines interventions précédentes, que le numérique amplifie, reproduit des situations sociales existantes. On a publié un certain nombre de ressources qui sont disponibles sur notre site, sur notre relation à l'attention, notre relation au travail, notre relation à l'apprentissage, etc. Tout au long de ces 3 années, on s'est forgé une conviction assez importante, c'est qu'il y a un vrai enjeu à politiser le numérique. Ça a été dit aussi avant, le numérique est partout. On est tous plongés dans le même bain numérique. Et il y a un vrai enjeu à faire du numérique un objet de débat. C'était aussi tout l'objectif de ces ressources, c'était de pouvoir fournir des clés de compréhension de ce bain dans lequel on est plongé pour pouvoir participer au débat. On avait fait une démarche qui s'appelait Itinéraire numérique au Conseil national du numérique. À travers cette démarche, on a fait à peu près 100 déplacements partout en France. C'était pas une démarche exhaustive, on n'a pas pu aller partout, mais on a essayé d'étudier les conditions finalement de l'ouverture d'un débat sur le numérique et sur l'intelligence artificielle. On s'est rendu compte qu'il y avait un rapport très sensible aussi au numérique. Et c'est pour ça qu'on a un peu abouti à ce dispositif dont je souhaite vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Café IA. C'est une des recommandations de la mission IA qui avait été demandée par le président de la République en fin d'année 2023, qui a rendu ses conclusions en début d'année. Et en mai, le président de la République a réuni à peu près 300 personnes, les têtes de pont un petit peu de l'intelligence artificielle française et internationale, pour annoncer du coup le lancement de ce dispositif. L'idée derrière Café IA, c'est qu'on est dans une période où on entend de plus en plus parler d'IA, où le numérique prend une place, comme je le disais, assez prépondérante dans nos vies, parfois de manière assez angoissante. Je reviens à ce rapport assez émotionnel qu'on a avec les outils, qu'on a parfois l'impression d'être dépassé. Moi, j'ai beaucoup entendu « on n'a pas le choix », par exemple. C'est une phrase qu'on entend beaucoup. Et qu'il y a un besoin un petit peu de reprendre la main sur ces outils et encore une fois de politiser le sujet. Café IA, c'est des temps conviviaux, physiques, d'échanges, de rencontres et de partage de clés de compréhension sur l'IA et sur le numérique. On souhaite proposer finalement aussi des espaces d'écoute, des espaces de débat et des espaces d'échange. L'idée, c'est à travers plusieurs jalons, l'expérimentation, mettre l'outil au milieu de nous, l'utiliser, l'expérimenter, c'est aussi favoriser sa compréhension, c'est faire émerger des questionnements. Donc l'expérimentation est assez importante. On a aussi une volonté que ce soit des moments de mise en action. Café IA a vocation à s'insérer dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de l'entreprise, dans les administrations, auprès du grand public. Et on se dit qu'en fait, la création de cadres d'usage ou de non-usage de l'IA et du numérique sont des points de sortie au sein de sa communauté, c'est-à-dire l'ouverture d'une session de dialogue social-technologique au sein d'une entreprise, un règlement de l'usage de l'IA dans un établissement, une charte d'usage au sein d'une association. C'est des voies de sortie d'un Café IA. En somme, Café IA, l'objet n'est pas du tout de faire la promo de l'IA ou du numérique, mais c'est plus d'accompagner sa compréhension. C'est diffuser ce que nous on appelle une culture numérique partagée. Si je prends une métaphore un peu bête, mais je trouve qu'il fonctionne bien, il y a conduire une voiture. On pourrait dire que c'est apprendre à utiliser un téléphone, ça servir d'un ordinateur. Il y a ouvrir le capot de la voiture. On pourrait dire que c'est apprendre à coder, c'est apprendre à réparer. Et puis après, il y a comprendre l'impact de la voiture sur le monde. Qu'est-ce que ça a changé dans notre rapport au travail, notre rapport à la nature, etc. Et cette troisième composante, on la trouve assez essentielle et c'est vraiment tout l'objet de Café IA. Les acteurs de terrain, dont font partie les acteurs de la médiation, sont les mieux placés pour animer cette dynamique collective, et notamment les médiateurs et les conseillers numériques France Service, qui pour nous sont des parties prenantes essentielles de Café IA. On ne cherche pas à construire Café IA comme un dispositif unique ou descendant,
mais au contraire comme un outil, un projet, un mouvement. Concrètement, ça va se matérialiser de plusieurs manières. Là, on est vraiment dans la phase de construction de ce dispositif-là. Il y a plusieurs flux qui sont ouverts. On a beaucoup d'échanges bilatéraux avec des organisations nationales, type l'Agence nationale de la cohésion des territoires, bien évidemment, l'INRIA, la MEDNUM, qui représente un petit peu les acteurs de la médiation, beaucoup d'associations d'élus, des collectivités aussi. On partage pas mal de ressources dans des cafés animation tous les jeudis en ligne. Vous pourrez trouver les informations dans notre lettre d'information, sur notre site. Et sur le fond, on ne veut pas proposer un format unique. L'idée, c'est pas d'enfermer, de dire Caféia, c'est ça. Nous, ce qu'on travaille, c'est compiler des ressources de formation qui existent déjà pour comprendre ce qu'est l'IA, s'auto-former, être en mesure de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent dans ces rencontres. C'est compiler des ressources d'animation, parce qu'animer un temps Caféia, c'est pouvoir répondre aux questions de fond sur l'intelligence artificielle tout autant que d'animer un temps d'échange pendant 1h30. Et c'est deux compétences qui sont différentes. Donc il y a aussi un moyen de compiler ces ressources d'animation, dont font par exemple partie la bataille de l'IA qui a été mentionnée, je crois, par Corinne au début. Et on a vraiment la volonté de créer un commun de la connaissance sur l'IA. C'est qu'est-ce qu'on délivre un petit peu comme information dans ces temps-là? Quel est le socle commun qui nous réunit sur ces sujets d'intelligence artificielle? À notre échelle, on a la volonté de recueillir le plus d'éléments de restitution aussi. C'est des temps d'échange, il y a beaucoup de choses qui vont être dites, il y a des questionnements qui vont émerger de la part de citoyens, de collaborateurs d'une association, de salariés d'une entreprise. Et faire entendre cette parole à l'échelle nationale, voire internationale, est assez importante pour nous. Il y a la perspective du sommet de l'IA qui aura lieu en février 2025, qui est un premier jalon, mais aussi à l'échelle locale, pour nourrir des réflexions politiques, sociales, collectives sur la place qu'on veut donner au numérique et à l'intelligence artificielle dans nos communes, dans nos écoles, dans nos entreprises. Donc, comme je disais, les acteurs de la médiation font partie des personnes avec qui on veut construire ce dispositif, ce mouvement. D'une part parce qu'ils sont à la croisée de plein de mondes, le monde de l'éducation, le monde de l'entreprise, des administrations, des associations. Surtout aussi parce que les acteurs de la médiation font ça depuis toujours en fait. On n'a rien inventé avec Caféia. Je pense que les acteurs de la médiation, dans leurs accompagnements quotidiens, favorisent cette montée en compréhension, cette diffusion de cette culture numérique partagée. Aujourd'hui, les conseillers numériques France Service font beaucoup d'accès aux droits, d'accès aux usages. Je pense que si demain, ils deviennent des animateurs de Caféia, c'est aussi peut-être une dimension un petit peu émancipatrice. Je pense qu'on pourra travailler avec Pix, d'ailleurs, ça a été mentionné, pour créer un parcours de formation pour ces acteurs-là. Nous, en ce moment, on essaie de partager pas mal de ressources. On construit des modules de ressources pédagogiques. L'IA en 15 grandes questions, IA et travail, IA administration, IA et services publics, IA et environnement, qu'on essaie de co-construire avec des acteurs tels que l'ENRIA, l'ADEME, etc. On va publier un kit d'animation aussi, j'ai bientôt fini. On va publier un kit d'animation aussi pour encourager à l'organisation de Caféia. Mais si vous le voulez, vous pouvez vous en emparer dès maintenant. On a un site en ligne qui s'appelle cafeia.org, avec déjà pas mal d'informations dessus. Je suis ici jusqu'à peu près 16h. N'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez en parler plus longuement. Et juste pour terminer, on a à peu près 70 Caféia qui ont été organisés, qui sont en cours d'organisation, qui vont avoir lieu. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et au plaisir d'échanger. Merci beaucoup Louis. Donc faites des Caféia, c'est ça la morale du coup. Merci beaucoup pour ces ressources. Un autre sujet innovant, et on a bientôt fini le tour des piges, mais vous voyez, ça commence à faire pas mal de partenaires que vous pouvez mobiliser. Un autre étant la fabrication numérique. Je vais appeler, oui Antoine, c'est toi que j'appelle, donc Antoine Ruiz-Corletti, qui va nous parler un peu de fabrication et d'inclusion, si je ne m'abuse. Tiens, prends un micro, je te le donne. À toi pour 5 minutes. Ça marche, ça s'est réduit un peu. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Antoine, je suis maker, je suis quelqu'un qui fabrique des objets par lui-même et avec les autres, notamment au Rose Lab, qui est un Fab Lab situé à Toulouse, à Montaudran. Et j'ai la chance d'animer et de participer à la dynamique du réseau des labs et tiers-lieux d'Occitanie. Je vais essayer de revenir avec vous au tout début de la fabrication numérique, de l'émergence des Fab Labs dans les années 2010. Nous, la mission qu'on s'était posée, ou en tout cas que nous avions envie de fabriquer, c'était celle de changer nos façons de produire et de consommer. Parce que notre société le demandait, il faut tout changer pour une société qui soit plus résiliente, plus inclusive, plus durable et surtout à l'aune de tout l'environnement qui doit changer. Ça, c'était notre premier objectif et par ça, on utilisait la fabrication numérique. Comment on pouvait incapaciter toute personne à fabriquer des objets, à les réparer, à les concevoir différemment pour après consommer différemment. Donc l'usage de la découpe laser,
qui permet de couper et graver des matériaux tendres simplement avec un ordinateur, la fraiseuse numérique, l'imprimante 3D, mais aussi la transmission de savoir-faire comme utiliser une machine à coudre, notamment basée sur la documentation. Comment on allait utiliser le numérique différemment en produisant des communs, notamment basés par l'open source. On allait faire ce qui allait être fait à Toulouse, allait être partagé à Paris et pourquoi pas à travers le monde grâce à la documentation numérique. Ça, c'était notre usage du numérique. On était super contents, on pensait vraiment changer notre façon de produire et consommer, et on s'est rendu compte que la première étape, c'était juste de savoir utiliser le numérique. Et là, tout d'un coup, quand on recevait Clotilde qui venait au Rose Lab, qui ne savait même pas utiliser un ordinateur, c'était beaucoup plus compliqué de parler, de changer nos façons de produire et de consommer, d'avoir des grandes volontés. On s'est dit, tout d'un coup, on s'est rendu compte que le premier usage, c'était d'utiliser le numérique, de savoir ce qui était pour fabriquer des objets. Tout ça, on s'en est rendu compte en réseau et de partout dans les Fab Labs. Et on a commencé à s'informer, à se documenter. C'était l'apparition aussi des hubs pour un numérique inclusif, le RINOC. Et on s'est dit, oui, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'inclusion numérique par le faire. Surtout que cette inclusion numérique par le faire, elle a un autre intérêt, c'est qu'elle est beaucoup plus ludique. Je suis désolé, mais fabriquer un badge, savoir réparer un meuble, aller chercher un tuto pour un objet concret qu'on peut avoir pour un besoin, c'est bien plus ludique qu'aller regarder ces documents administratifs. Et c'est ce qu'on arrive à faire grâce à l'inclusion numérique par le faire, par la fabrication numérique. Tout ça, c'était super. Et là, on a réutilisé nos bonnes habitudes. On a documenté nos ateliers. Là, par exemple, vous pourrez venir en récupérer. On a fait sur une fiche A3 un document qui résume une formation pour venir se former dans un Fab Lab, une animation pour faire de l'inclusion numérique par le faire, des portraits aussi de lieux qui travaillent entre le plus local et le plus global de notre société. On a fait ça, on a documenté et on a continué notre travail du quotidien. Ce travail du quotidien, c'est de recevoir n'importe qui soit pour le travail ou pour le loisir, dans un lieu qui va travailler le numérique d'une autre façon. Et ça, on le travaille en faisant ensemble, en faisant réseau. Parce que dans un pitch, normalement, il faut toujours un objectif. Et moi, ce que je me dis, c'est que l'objectif, c'est de plus jamais revenir ici. J'aimerais ne plus avoir besoin de venir vous voir, de venir vous expliquer ce qu'est la fabrication numérique et que tout le monde soit inclus à la fois dans le numérique, mais avoir aussi peut-être le choix de ne pas utiliser le numérique et surtout d'avoir une société qui puisse changer nos façons de produire et consommer. Et pour ça, il faut qu'on fasse ensemble. Quand je prends mes homologues des Fab Labs Occitan, il faut savoir qu'on a un travail au quotidien, c'est de recevoir une 60aine de personnes par jour qui viennent utiliser nos machines, qui viennent se former, qui viennent fabriquer ensemble. Et une grande partie de notre travail, c'est juste aller chercher les moyens de financer ça. On s'intéresse comme à un public qui a quasiment pas de moyens. Ça va être les artisans qui n'ont pas le temps de venir se former, qui ont besoin quand même de nouvelles façons de fabriquer. Ça va être des publics empêchés qui ont ce besoin-là de prendre du temps, d'essayer d'expliquer d'abord la première étape de ce qu'est le numérique, puis ce qui est fabriqué, quelles sont les nouvelles méthodologies aussi collaboratives. Ça va être aussi des personnes qui cherchent du travail, etc. Tout un public qui a besoin de nous et malheureusement où il manque de moyens. Et peut-être que la priorité, ça serait, comme ce qui a été dit par Françoise, c'est de continuer à faire des partenariats, continuer à développer, à mutualiser et à faire ensemble. Autre point, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? C'est essayer de se poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions-là, elles se posent en faisant ensemble, en étant au plus proche des besoins locaux. Donc, je vous invite à aller dans les tiers-lieux de votre quartier, ces espaces qui sont entre la maison et le travail, où on peut venir se questionner, on peut venir fabriquer. Et encore mieux, si vous allez dans un Fab Lab, essayez de changer vos façons de produire et consommer, notamment en faisant ensemble, en partageant vos savoir-faire, en partageant, en donnant du temps, en essayant de faire différemment. Et ça, on a besoin de tout le monde. Que dire de plus ? Juste venez à notre rencontre, on a besoin de vous, on a besoin d'un autre moyen. Il y a déjà pas mal d'actions, que ce soit avec la Fondation Orange, Orange Digital Center, ce qu'on fait avec les collectivités, notamment avec le département de la Haute-Garonne ou la région Occitanie, avec des associations de terrain comme Colline. Il y a tout un tas de choses qui sont en cours et pourtant il faut continuer à les faire connaître, il faut continuer à les utiliser et il faut continuer à les renforcer. Parce que notre mission, elle est toujours là et le public ne s'arrête pas. Et pour ça, la seule réponse, c'est de faire ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc merci Antoine d'avoir représenté comme ça le Red Lab qui, au sein de l'espace qu'on représente en Occitanie, avec ce hub pour un numérique inclusif, c'est vous qui animez ce sujet de la fabrication numérique pour l'inclusion. Donc encore merci. Et enfin, je vais donner la parole à Emmanuel Rousseau de l'ISETIC, qui va venir nous parler aussi d'un sujet qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure,
en lien avec le matériel et tout ça. Bref, je spoile pas. Emmanuel, je te laisse la salle, tu as 5 minutes également pour les convaincre, les enrichir et nous donner des clés de lecture, tes clés de lecture. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je vois que ça intéresse, la salle est pleine, donc super. Alors moi, je suis président de Lise Éthique, une société que j'ai fondée il y a 8 ans. Et donc dans Lise Éthique, c'est un métier que je fais depuis 30 ans maintenant. Quand on a fondé l'entreprise avec mon associé, inclusion une femme, c'est pas un associé masculin, tous les deux, on a voulu mettre de l'éthique et de la responsabilité dans l'activité qui était la nôtre et qui ne l'était pas forcément avant qu'on lance cette entreprise. La location, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais en gros, c'est les grandes entreprises et les ETI ont des parcs informatiques en très grand nombre et on intervient pour les louer au moment où ils arrivent dans l'entreprise pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans et on est responsable, puisque propriétaire, de la rétrologistique de ces matériels-là, du reconditionnement, du blanchiment, donc de l'effacement des données, de sa recommercialisation et en fin de vie du don ou de la destruction. Et on a souhaité, dans l'ensemble de ce parcours, puisqu'on a travaillé pendant quelques années pour des très grandes entreprises, des entreprises de services, des grands industriels, notre avionneur local par exemple, et on a constaté quelque chose, c'est que les entreprises, notamment les grandes, possèdent beaucoup trop d'ordinateurs ou de smartphones par rapport au nombre de collaborateurs qu'elles ont, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de matériel non utilisé, pour plein de raisons, et c'est ce sujet qu'on a résolu, et on accompagne les entreprises pour les améliorer le comptage des matériels, combien j'en ai en stock d'entrée, combien j'en affecte, combien j'en ai en stock de... Et on essaie d'accélérer tout ça pour pouvoir réemployer le matériel qui repart dans une seconde vie, puis dans une troisième vie. La deuxième vie, c'est par exemple les changements réglementaires, la loi Rennes, qui dit que les établissements publics doivent acheter entre 20 et 25% de matériel reconditionné. On a par exemple comme client la région Occitanie, avec qui on travaille maintenant depuis presque 4 ans, et dont je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec eux. On a des entreprises comme la SNCF, comme SPI, etc., qui louent des milliers, des dizaines de milliers de machines, puisqu'on en loue à peu près 60 000 aujourd'hui. Et donc, inclure dans ces métiers-là des personnes en rupture sur le marché du travail, etc., c'est quoi concrètement ? Concrètement, c'est quand les matériels rentrent, il faut les reconditionner, les réparer. Donc on forme des techniciens à la micro-soudure, donc des personnes qui sont en changement de carrière, on a tout type de public, des jeunes, des moins jeunes, qui vont se former à des métiers qu'on faisait il y a 20-30 ans, c'est-à-dire réparer un ordinateur plutôt que de le jeter. Mais réparer un ordinateur ou un smartphone aujourd'hui, c'est une technique qui est extrêmement précise et qui demande quand même quelques semaines de formation pour pouvoir réussir à le faire. Aujourd'hui, par exemple, on va sur des SFR tout à l'heure, sur les smartphones. Un smartphone qui capte mal, ça peut être simplement la puce 4G, 5G qui est défectueuse. On va décomposer sur la carte mère, on va retirer ce composant pour en remettre un qu'on a pris sur un autre téléphone pour pouvoir remettre ce téléphone en marche. Un PC avec un port d'alimentation, un port USB qui est abîmé ou qui ne fonctionne pas, de lieu de le jeter ou de partir en D3E, parce que le D3E c'est bien mais ça reste une poubelle, ce matériel-là, on va former des techniciens qui vont savoir dessouder un port USB, un port d'alimentation pour en remettre un. Ça coûte 80 centimes la pièce à réparer et la facture qu'on va envoyer au client, c'est une cinquantaine d'euros. Donc 50 € dépensés pour remettre un PC en circulation ou un smartphone, c'est quand même beaucoup mieux que d'en racheter un neuf. On va fournir aussi des matériels qui sont remis à neuf. Un matériel remis à neuf PC qui a 3 ans, c'est 11 kg de CO2. Un neuf, c'est 300 kg. Donc ça aussi, c'est important. Et en fin de vie, quand les matériels n'ont plus de valeur marchande mais qu'ils fonctionnent toujours, on va les donner à des associations. On a monté par exemple un site privé pour les Restos du Cœur, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc les restos vont pouvoir venir sur le site qui s'appelle resto.loopix.eco, sur lequel on va mettre des matériels à disposition qui sont soit gratuits, soit qui ont de la valeur et qu'ils peuvent acheter pour les personnes avec lesquelles ils travaillent pour les réinsérer et puis pour lutter contre l'électronisme. Et uniquement des personnes des Restos du Cœur peuvent accéder à ce site, c'est un site privé. On fait aussi ça pour des entreprises pour que les collaborateurs des entreprises, pas forcément les plus favorisés, puissent avoir accès à des matériels qui sont en très bon état de marche, qui sont quasi neufs quand vous les voyez physiquement, mais qui vont être à des prix qui sont extrêmement bas.
Et enfin, avec la région Occitanie, on est en train effectivement de monter ça avec une liste d'associations qu'on a validées avec eux, où ils nous ont dit, ben voilà les associations avec lesquelles on souhaite travailler. Comme on reprend leur matériel, derrière on va effectivement les reconditionner, blanchir, effacer les données, etc. Et ben on va les donner à ces associations. Alors j'ai pas la liste, je suis sur mon téléphone, mais je ne vais pas vous la lire, elle est forcément longue, il y en a une bonne douzaine d'associations. Et donner des exemples de ce qu'on a fait, c'est pendant le Covid, on a donné 90 PC au collège Anatole France pour des enfants qui ne pouvaient pas suivre les cours, parce que ce n'est pas le collège le plus favorisé de Toulouse. Quand vous avez des fratries de 3-4 gamins et qu'il n'y a pas forcément de portable, s'il y en a un, c'est déjà bien, mais s'ils sont 4, ils ne peuvent pas suivre. Ça, c'est des matériels qui étaient sortis de chez un client, qui étaient en très bon état, parce que c'est des ingénieurs qui travaillaient dessus, donc forcément, ils marchaient très bien. On a donné aussi des matériels informatiques, smartphones, à une association qui s'appelle Espoir, à Toulouse, qui agit contre les femmes en grande précarité, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de logement, etc. Simplement pour qu'avec un téléphone, elles puissent faire des démarches administratives ou appeler pour avoir un logement le soir. On a donné aussi dans des écoles dans le sud-est de la France à une association d'un prof de techno qui récupère les ordinateurs, qui change les OS dessus, qui les fait durer plus de 10 ans, pour les femmes dans le numérique. Donc lui, il favorise les jeunes filles à venir travailler sur des ordinateurs, les monter, les démonter, charger des OS, les paramétrer, etc. Parce qu'effectivement, ça aussi c'est un sujet, il n'y en a pas assez de femmes dans le numérique. On en cherche, mais c'est très difficile. Et donc voilà, tous ces matériels en fin de vie ont un troisième usage qui est hyper important. Et moi, j'appelle les grandes entreprises. S'il y en a dans la salle, il y en a au moins une, mais c'est à travailler avec nous parce qu'on leur fait économiser pas mal d'argent parce qu'en plus on partage la valeur de revendre des matériels quand ils ont de la valeur pour un deuxième usage, parce qu'on a des clients comme la région Occitanie qui sont contraints, on va dire, et tant mieux, par la loi Rennes d'acquérir des matériels de seconde main. Donc ces matériels montent en valeur, mais aussi sur ce troisième usage, parce que ça nous permet de faire travailler aussi des techniciens et des nouveaux métiers et de réindustrialiser le territoire, parce que c'est bien de le déclarer. Notre président l'a déclaré haut et fort. Faire des ateliers et former des techniciens, c'est réindustrialiser pour éviter que ces matériels-là repartent à l'autre bout du monde en Chine pour revenir chez nous en disant que c'est du matériel reconditionné. Ça, c'est moins éthique, d'où le LEES éthique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Donc on est sûr que là, vous allez trouver des partenaires. Et Emmanuel, je pense que tu auras pas mal d'appels aussi. En tout cas, on est fiers, nous, de ce partenariat aussi dans le cadre de ce travail d'appel à engagement des acteurs qu'on fait en région avec vous en partenaire. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir encore une fois, je crois, une dernière fois, là, ils sont sur scène. Et on va accueillir tout de suite les conseillers numériques coordinateurs, parce que c'est un peu eux aussi qui vont travailler à tous ces sujets-là avec vous sur les territoires, les départements d'Occitanie. Donc le temps qu'ils montent sur scène, voilà, je vous remercie encore. On peut les applaudir une nouvelle fois. Et donc, vous l'aurez compris, juste avant de manger, on voulait juste vous mobiliser, vous présenter des gens. Donc j'appelle tout d'abord Anne Cos, que vous avez vu tout à l'heure, de la Banque des Territoires, et promis après, on va tous manger, mais c'est quand même un métier qui va, on l'espère, changer la donne aussi sur notre région. Et voilà, les coordinateurs, où sont-ils ? Venez sur scène, montez. Sous vos applaudissements, allez, on y va, c'est maintenant. Alors, ils sont pas tous là, bien sûr, mais ils vont arriver au fur et à mesure, et certains ne peuvent plus venir aussi. Donc ça, salut, tu vois. Bon, on n'est pas tous présents, mais on a une belle fresque. Peut-être avant ça, de les présenter, je vais donner la parole à Anne Cos qui depuis longtemps suit ce dispositif conseil numérique qu'ils vont a priori animer, mais quelqu'un il va nous parler un peu plus du métier juste après. Merci Louis. Donc je vais aller très vite parce que j'aimerais que ce soit eux qui parlent. Dire que ces coordinateurs, on a la chance d'en avoir 14 en Occitanie. Ils sont désormais tous en poste. On a un seul département qui peine encore à trouver ce profil-là, c'est l'Ariège. Mais sinon, on n'a plus de trous dans la raquette. Et ces coordinateurs, ils vont vous parler de leur mission. Mais je voudrais vous montrer la portée avec quelques chiffres de la communauté qu'ils vont animer, coordonner, dynamiser, enthousiasmer, j'espère. Voilà. Ils ont avec eux une communauté aujourd'hui de à peu près 340 employeurs de conseillers numériques,
ce qui correspond à environ 450 postes de conseillers numériques que l'ANCT a ciblés sur notre région Occitanie. Aujourd'hui, sur ces 450 postes, environ 75% ont fait l'objet d'un renouvellement en phase 2, puisque comme l'a dit Louis, ça fait déjà maintenant 3 ans que le dispositif conseiller numérique est lancé et nous sommes en phase de renouvellement. Donc ils ont la rude charge, voilà, de savoir parler à tout le monde, c'est-à-dire aux conseillers, aux employeurs, aux cofinanceurs, aux collectivités, au tissu associatif, au tissu de médiateurs numériques qui étaient là avant qu'ils arrivent. Et ils font tout ça avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'enthousiasme et des compétences plurielles, puisqu'on a la chance d'avoir des coordinateurs qui sont embauchés par des conseils départementaux, par des syndicats mixtes, par des associations, et que tous ont des profils très différents, ce qui va constituer la richesse de cette communauté. Dernier chiffre également, aujourd'hui la communauté des conseillers numériques, c'est près de 550 000 accompagnements de personnes d'ateliers ou d'accompagnement individuel, et c'est plus de 330 000 personnes qui ont poussé la porte en Occitanie d'une structure associative ou d'une collectivité qui est employeur de conseillers numériques. Donc, vous avez la lourde charge de contribuer à la pérennisation de tout ça. Et puis, surtout, d'enthousiasmer tout ça, parce que l'inclusion numérique, c'est pas que des situations difficiles, c'est de très belles histoires et ils vont vous les raconter. Merci Anne, et c'est vrai que nous aussi, on a eu plaisir à rentrer en contact avec ces coordinateurs. C'est dans la mission de RINOC, en fait, en réalité, de les appuyer, de les mettre en réseau. On a déjà, pour ceux qui étaient déjà là, fait un extraordinaire séminaire de 2 jours là, à Toulouse, mais on va en faire d'autres, promis, pour les nouveaux arrivés qui sont arrivés juste après. Je vais peut-être passer la parole rapidement aux personnes pour qu'elles disent juste voilà, leur structure, nom, prénom, structure. Peut-être qu'on a une idée un peu plus fidèle de qui est conseiller numérique coordinateur aujourd'hui en région. Bonjour à tous, Maxime Bénière, coordinateur des conseillers numériques sur l'Hérault. Et donc du coup, je suis le coordinateur qui travaille pour RINOC. Voilà, je donne la parole à mon collègue. Donc, bonjour, moi c'est Brice Vigneault, donc, je suis coordinateur également à la régie Haute-Pyrénées haut débit, donc dans le 65. Bonjour, donc, je suis Fanny Marcenac, coordinatrice des conseils numériques dans les Hautes-Pyrénées également, et je suis recrutée par le collectif pour l'inclusion numérique Colline qui est aussi présent aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Marie Baillac, je suis coordinatrice des conseillers et des conseillères numériques dans le Gers, recrutée par le syndicat mixte Gers Numérique. Bonjour, Geoffroy Raoult, donc moi je suis coordinateur dans le Gard et je travaille pour le réseau d'inclusion numérique gardois, qui est une structure associative. Bonjour, moi je suis Julie Bessac, je travaille au sein du SMICA, c'est un syndicat mixte d'initiative qui est basé en Aveyron. Bonjour, Damien Sarroméjean, coordinateur pour le conseil départemental de la Haute-Garonne, et sur le département, je partage la tâche de coordination avec Hélène Fantuse pour le SICOVAL. Hélène qui n'a pas pu être là malheureusement, mais voilà, on la salue, tout comme on salue ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, peut-être qu'ils nous regardent d'ailleurs en ligne, peut-être qu'en ligne, Hélène est en ligne, ça se trouve, donc salut Hélène. Merci de vous être présentée, juste peut-être quelques mots. On va demander à quelqu'un quand même qui fait ce métier depuis un petit moment de nous présenter un peu plus de quoi il s'agit concrètement, qu'est-ce que ça recouvre et jusqu'où ça va, quels sont les défis de ce métier-là, déjà avec l'expérience acquise et puis peut-être pour les nouveaux aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'on compte travailler par l'échange de bonnes pratiques à l'échelle régionale. Julie Bessac nous a fait aussi l'honneur d'accepter, de témoigner un petit peu de ce métier-là pour que vous ayez une idée un peu plus concrète. Il doit y avoir Hélène, mais finalement, il n'y a que toi. Mais je suis sûr que tu sauras très bien le faire. Est-ce que tu veux bien prendre la parole en quelques mots, nous dire quel est le métier, en fait, qui va tout changer, a priori, sur nos territoires? Je fais. Comment on pourrait définir, pour moi, le rôle de coordinateur de conseiller numérique? Dans mon esprit, moi, je vois ça un peu comme un facilitateur ou une facilitatrice. Comme le disait Anne, à la fois on est en contact avec les conseillers, à la fois avec les structures, à la fois avec les collectivités, les administrations, avec l'État, avec l'ANCT, avec la Banque des Territoires. Donc voilà, ce côté facilitateur sur plusieurs points, facilitateur au sein du réseau de nos conseillers numériques selon les territoires, parce que le but premier, c'est de créer du lien entre eux,
autour d'eux, de pouvoir faciliter les échanges, d'être un petit peu la personne ressource vers qui ils peuvent se retourner quand ils sont face à des difficultés ou au contraire pour partager de bonnes expériences. Facilitateur, donc comme on le disait aussi au niveau des structures, on sert un peu de relais pour les structures, mais aussi pour les animateurs du réseau national. Et ensuite, facilitateur, bien sûr, au sein de ce qui se passe déjà auprès de nos territoires, que ce soit déjà les médiateurs numériques déjà en place, les associations. Le but, c'est vraiment de créer un maillage autour de l'inclusion numérique dans toute sa grandeur. Et c'est vrai que nous, on est un petit peu les petits points d'attache, je dirais, en local, voilà, qui ont quand même les pieds dans le territoire et qui permettent donc de générer toutes ces synergies-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le métier? J'ai bien expliqué. Ouais, c'était très bien. Tout le monde valide? Bon, mais parfait. Ils ont un peu peur, peut-être. Peut-être, oui, mais ça va venir. Ça va venir. Bon, merci beaucoup.